C'est l'ensemble des énergies que nous consommons pour le transport, le chauffage des bâtiments ou encore l'industrie. Il est aussi appelé bouquet énergétique. Alors un mix énergétique, c'est l'ensemble des sources d'énergie dont un pays, une nation, un continent va se doter, va utiliser pour produire l'énergie. Et sur cette planche, la consommation d'énergie totale dans le monde. Donc ce sont des chiffres colossaux qui sont présentés ici. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce mix de quelles énergies il est formé. Alors, malheureusement, vous le savez, quand on regarde ce mix énergétique, on voit que le pétrole, le gaz naturel et le charbon représentent une quantité significative dont nous utilisons. Enfin, en 2019, 63% de la production mondiale d'électricité était encore carbonée. Et ici, l'Union européenne à 27, donc, et l'évolution de la production d'électricité. Donc là, on se centre sur, rappelez-vous, on était à 27 000 au niveau mondial, on est à 2700 TWh au niveau européen, donc en gros 10% de l'électricité mondiale en Europe. Et en France, je vous l'ai dit, on verra, on est aux 500. On zoome après sur la France. Donc, qu'est-ce que l'on voit au niveau européen? Là, on voit un mix électrique qui n'est pas du tout homogène avec ce qui est présenté dans la planche précédente. C'est-à-dire qu'en Europe, on va trouver une part du nucléaire à 25%, du gaz naturel à 20%, du charbon à 13%, et de l'hydroélectricité à 12,7%. Donc la part nucléaire, qui au niveau mondial de tête doit être à 10%, pour la production d'électricité. Au niveau de l'Europe, on est à 25%. On fait un petit zoom sur ce qui se passe en France. Donc ça, on reprend un petit peu le code visuel de ce qu'il y avait sur la diapo précédente. C'est une façon de le représenter où on voit que chez nous, quand même, la production d'électricité en France métropolitaine, il y a beaucoup d'orange. L'orange, c'est le nucléaire. Ouais. Donc 70% de notre électricité, c'est du nucléaire. J'ai une formation plutôt Sciences Po, sciences sociales, géographie et sciences politiques. Et par contre, je travaille avec le monde des chercheurs depuis un moment, mais je suis plus dans le volet, je travaille sur les politiques et dans le volet plutôt plaidoyer. Jean-Marc Jancovici, aux dernières nouvelles de Sexe Masculin. À part trader dans ce studio, je travaille dans une société qui s'appelle Carbone 4, qui essaye de confronter les activités économiques à la contrainte énergie et climat. Vous êtes aussi expert du nucléaire, puisque vous êtes chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt. Cette vidéo traite d'un sujet important et c'est aussi pour moi un exercice. En effet, j'ai envie de vous décortiquer de temps en temps des rapports. Justement, le nucléaire, il est pris en compte là-dedans, en termes d'électricité? Il est pris en compte parce qu'il est dans le système, mais il n'est pas pris en... Le nouveau nucléaire n'est pas choisi, ou en tout cas, on ne fait pas le choix du nouveau nucléaire dans notre modélisation. Parce qu'en fait, pourquoi faire avec quand on peut faire sans? Pourquoi faire avec une technologie qui présente des risques qui sont bien au-delà des risques des autres technologies, alors qu'on sait qu'on peut faire sans? Je pense que c'est la réponse la plus simple, évidemment, on peut en parler pendant des heures, hein, mais c'est vrai qu'en France, il y a le phénomène un peu Jancovici qui fait penser que le nucléaire est indispensable, mais en Europe, c'est pas vraiment la même réalité, dans le monde non plus. La réalité des études montrent que le 100% renouvelable est faisable. Nous, on prouve que le 100% renouvelable, il est non seulement faisable, mais il est indispensable ce qui est indispensable, c'est qu'on peut le faire bien. Si vous faites du panneau photovoltaïque produit en France, le coût à la tonne de CO2 évité est de l'ordre de 10 000 €. Vous devez payer 10 000 € d'argent public pour éviter une tonne de CO2. Si vous faites des panneaux produits en Chine, il est négatif. Dit autrement, vous subventionnez la hausse des émissions de CO2 parce que le temps de retour sur carbone d'un panneau fabriqué en Chine avec de l'électricité au charbon chinoise est de l'ordre de 30 ans, ce qui est supérieur à la durée de vie du panneau. Vous pouvez reprendre ça. Il faut de l'ordre de 30 ans
Vous allez fabriquer votre panneau en Chine avec de l'électricité à 8 ou 900 grammes de CO2 par kilowattheure. Et en France, vous allez déplacer de l'électricité de réseau française qui est en gros à 130 ou 140 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc en gros, pour 1 kWh d'électricité chinoise que vous utilisez pour fabriquer le panneau, il faut que vous en récupériez 6 à 8 une fois que le panneau est installé en France. Il se trouve que la quantité de kilowattheures nécessaire pour faire le panneau est de l'ordre de 3 ans de fonctionnement du panneau. Donc si vous devez récupérer, en l'occurrence c'est plutôt 8 fois plus d'électricité en France que ce que vous avez consommé en Chine, ça veut dire que 3 fois 8, 24, vous êtes à 25, et plus vous mettez le système autour, vous êtes à 30. Donc il faut 30 ans de fonctionnement d'un panneau fabriqué en Chine pour équilibrer son carbone de fabrication en évitant de l'électricité française. Donc quand on a subventionné l'installation du photovoltaïque en France, je reviens à mes critères essentiels, on a subventionné un déséquilibre commercial, pas d'emploi en France et une hausse des émissions de CO2, donc on a tout faux. Alors ça nous paraît tout à fait envisageable et absolument indispensable. Alors je laisse de côté la question du nucléaire existant et de à quel rythme on ferme le parc existant. Notre point de vue sur cette question est que il y a une pyramide des âges du parc qui fait que si on repousse indéfiniment les fermetures, on sera confronté à un rythme trop brutal, difficilement gérable, et que donc il faut anticiper et lisser autant que possible ces fermetures pour ne pas se condamner à devoir faire fonctionner les réacteurs au-delà de ce que la sûreté à un moment mettrait comme limite. Donc, mais ça c'est le parc actuel. Sur la question des nouveaux moyens de production, il nous semble assez évident aujourd'hui, que les renouvelables se déploient beaucoup plus vite, qu'elles sont plus compétitives que le nouveau nucléaire. Les EPR, dont parle le gouvernement, c'est pas avant 2035-2037, donc c'est trop tard par rapport à l'urgence climatique. Il nous semble aussi que le chemin technique vers 100% renouvelable dans l'électricité est aujourd'hui bien balisé à travers l'ensemble des innovations et des potentiels qui s'ouvrent, que ce soit du côté de la flexibilité de la demande, que ce soit du côté des différentes solutions de stockage à différentes échelles d'énergie et de temps, et que ce soit du côté plus technique de la tenue en tension et en fréquence du réseau. Donc ce chemin pour nous c'est aujourd'hui une évidence. Quand on le projette au niveau mondial, c'est non seulement une évidence mais c'est une nécessité. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui disent que du nouveau nucléaire est nécessaire en France parce que le 100% renouvelable n'y serait pas possible doivent nous expliquer comment le 100% renouvelable ne serait pas possible dans d'autres pays où le déploiement du nucléaire ne semble pas envisageable. Donc atteindre le 100% renouvelable ailleurs est nécessaire et du coup il devient possible en France. Je rappelle que le scénario de neutralité carbone de l'Agence internationale de l'énergie, c'est 90% de renouvelables dans la production d'électricité qui double, ou plus que ça, entre aujourd'hui et 2050. 90% de renouvelables, ça veut évidemment dire que dans certaines régions du monde, on est sur 100%. Donc voilà, c'est possible. Ça nous paraît évidemment désirable compte tenu des risques associés au nucléaire. Et puis, dernier point, il y a évidemment tout l'argument de la densité énergétique relative du nucléaire et des renouvelables. Et sur ce plan-là, c'est l'intérêt d'avoir un scénario bouclé en termes d'empreinte matière première. Ce qu'on constate, c'est qu'un scénario comme Négawatt est un scénario de baisse de 20 à 30% de l'empreinte matière première en général, et que dans l'empreinte qui reste, les renouvelables ne représentent que un pouillème à 7, 8, 10% au grand maximum sur certains matériaux, et que donc les ordres de grandeur et les enjeux du point de vue des matières premières se situent ailleurs que dans ce secteur. Alors Jean-Marc, vous dites dans votre BD que ça prend beaucoup de place, qu'on aura besoin de beaucoup d'éoliennes, qu'on aura besoin de matériaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et finalement vous croyez assez peu au projet de Négawatt ou celui de RTE qui est 100% renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qui vous freine dans ce... Je vais commencer par un point qui a été évoqué par Yves Marignac, qui est la question du risque. Il y a une raison généralement invoquée
dans les scénarios qui se passent du nucléaire, qui est la question du risque qui arrive en premier. Hein. Il faut s'en passer parce que c'est une énergie trop risquée. Personnellement, je ne souscris pas à cette analyse. C'est-à-dire que toutes les activités industrielles que nous avons sont risquées et les renouvelables, au sens où on les entend dans des scénarios de déploiement massif, sont également des activités industrielles. S'il est question de fabriquer des dizaines, des centaines de milliers d'éoliennes et de panneaux solaires, ça reste une activité industrielle, ça va avec des activités minières, qui sont des activités risquées, ça va avec des activités de transport, qui sont aussi parfois des activités risquées. Donc il y a aussi des risques. Personnellement, quand il y a une analyse de risque, la première personne vers laquelle je me tourne pour savoir si quelque chose est risqué ou pas, c'est les gens qui ont qui ont regardé les choses de près et qui sont dans des disciplines qui sont à même de donner un avis. Alors sur les risques en ce qui concerne le nucléaire, il y a deux catégories de gens qui donnent des avis. Il y a les médecins pour les risques liés à l'exploitation en conditions normales ou aux accidents. Et puis il y a les biologistes, exactement pour les mêmes choses. Et quand on regarde ce que ces gens-là publient, ils ne disent pas que le nucléaire est une horreur absolue. Voilà. Ils disent que c'est quelque chose qui présente globalement beaucoup moins de risques que toutes les autres formes de production d'énergie, y compris certaines formes d'énergie renouvelable, puisque dans les renouvelables, il y a les barrages, par exemple, et les accidents de barrages ont tué considérablement plus de monde sur la planète que les accidents de centrales nucléaires. Ça a également déplacé plus de monde. La construction du barrage des Trois Gorges a déplacé 1 million de personnes, Tchernobyl c'est 250 000. Donc je ne dis pas que c'est une anecdote de déplacer 250 000 personnes, je dis juste que l'idée même qu'il pourrait y avoir des activités sans risque à opposer à des activités risquées, quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que la situation est un peu plus compliquée que ça. Alors par ailleurs, dans les énergies renouvelables, on a des énergies renouvelables historiques, qui sont notamment le bois et l'hydroélectricité. Alors l'hydroélectricité, avant l'hydroélectricité, il y avait les moulins à eau, hein, donc la force motrice de l'eau est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps sur Terre. La force motrice du vent est également quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps, puisque les premiers bateaux hors galériens ont été propulsés de cette manière, et il y avait des moulins à vent partout en Europe il y a quelques siècles. Les deux renouvelables qui sont aujourd'hui faciles à utiliser dans le monde, c'est la biomasse et l'hydroélectricité. Et du reste, quand vous regardez, mais pour ça, il faut avoir des grandes quantités de forêts ou des grandes quantités de montagnes par habitant. Alors quand c'est le cas, vous avez des pays qui peuvent avoir un approvisionnement renouvelable extrêmement important, typiquement la Norvège. La Norvège, c'est 5 millions d'individus sur un pays qui est grand comme la moitié de la France, ça ne pose pas, et plein de montagnes, ça ne pose pas de problème. Et ils consomment 2,5 fois l'électricité. Donc moi, j'ai 3 critères qui comptent pour moi, c'est la balance commerciale, le taux de chômage, les comptes publics. Si je prends ces 3 critères en considération, le nucléaire est la forme d'électricité pour laquelle l'impact sur la balance commerciale est le plus faible. Alors c'est clair qu'on dépend des importations d'uranium, c'est tout à fait vrai. Mais ça représente cacahuètes dans le prix du kilowattheure final, ça peut se stocker pendant des années, donc pendant des années on a le temps de se retourner un peu. Si le Kazakhstan nous fait des misères, on ira voir le Canada, et si le Canada nous fait des misères, on ira voir l'Australie, et si l'Australie nous fait des misères, on ira voir le Niger. Bon, en quelques années on a le temps de se retourner. Avec le pétrole, on a 3 mois de stock, on a le temps de rien du tout. Et comme ça, et avec le gaz, c'est pareil. Vous l'avez constaté l'hiver dernier, il y a eu une tension sur le gaz à cause de la hausse de la consommation d'électricité et de chauffage. Les Russes et les Norvégiens, ils font de nous ce qu'ils veulent. Alors les Norvégiens sont sympathiques, les Russes, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais on est comme ça avec les importations de gaz. L'Espagne, qui a dû doubler son parc éolien d'un parc de centrales à gaz à peu près de même puissance, qui aujourd'hui fait 2 kWh au gaz à cause de l'intermittence. Quand elle fait 1 kWh d'éolien, elle s'est mise comme ça, avec des importations de gaz, qui, dans la situation économique qu'elle connaît aujourd'hui, elle s'en serait probablement passée. Au service public de l'électricité est une taxe que vous payez sur vos factures depuis 2004. Elle sert d'une part à financer la diminution des inégalités, par exemple pour avoir un prix de l'électricité acceptable dans les dom-toms, ou aider les ménages en situation de précarité. L'autre objectif est de financer les énergies renouvelables. Le truc, c'est que la CSPE a légèrement augmenté depuis 2004, plus 500%. Voilà. Ça fait un petit peu mal quand même, je trouve. Il est quand même légèrement contradictoire de financer l'énergie renouvelable via une taxe sur l'électricité, faisant augmenter le prix du kilowattheure, donc créant un avantage pour les autres énergies, comme le pétrole. Alors que le but, à l'origine, c'est de privilégier les énergies renouvelables, pour éviter d'avoir recours à du pétrole, justement.